et bienvenue à Échangeurs Turcotte, une émission où on prend le temps de discuter et de réfléchir sur des enjeux de société qui sont importants pour nous, chez nous, dans Maria-Chapdelaine, mais aussi en général. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet lourd, complexe, mais essentiel. On va parler du suicide. Pour en parler avec moi, j'ai Claudia Tremblay, qui est superviseure des communications au Centre de prévention du suicide 02. Déjà, j'ai mal commencé en disant on va parler du suicide, on va parler de prévention du suicide. On va essayer de nous outiller collectivement pour faire partie de la solution. Bon, le suicide, on sait, c'est un enjeu qui est important. Ça brise des vies, mais ça brise la vie des gens qui passent à l'acte, mais aussi des gens qui restent, hein, parce qu'on en parlera aussi de tout ça. Oui. On sait c'est plus les hommes. Est-ce que je me trompe, c'est encore plus les hommes que les femmes? Bien, en fait, effectivement, là, cette statistique-là est encore bonne. Oui. En fait, ce qu'on dit, nous, c'est qu'au niveau des suicides complétés, donc quand il y a un décès, c'est 3 hommes pour une femme, généralement. Donc, 75 des décès là, par suicide sont des hommes. Par contre, on aime le rappeler parce qu'effectivement, les hommes, c'est une clientèle qu'on dit plus à risque. On pourra peut-être en reparler là, pendant l'émission, pourquoi, puis qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour prévenir le suicide chez les hommes particulièrement. Mais il faut aussi se rappeler que le suicide, ça peut toucher tout le monde. Hein? Personne n'est à l'abri d'avoir des idées suicidaires. Personne n'est à l'abri, malheureusement, que peut-être un proche ait des idées suicidaires ou qu'un proche passe à l'acte. Donc, c'est une problématique qui touche tout le monde, puis aussi pour laquelle tout le monde peut faire quelque chose pour le prévenir. C'est un peu ça vers où je veux aller. Est-ce que, on dit, je ne sais pas si les statistiques étaient encore bonnes, mais on disait qu'il y avait 3 personnes par jour au Québec qui se suicidaient? Oui, bien c'est assez stable là, dans les dernières années. Mais 3 on par a jour, eu. Quand même, c'est beaucoup. Oui, au Québec. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on parle d'environ une quarantaine par année encore, malheureusement. C'est sûr que nous, à chaque fois qu'on apprend qu'il y a eu un décès par suicide là, au Centre de prévention du suicide, ça nous touche. On est empathique, on pense à la famille, on pense à cette personne-là aussi qui souffrait. C'est toujours un trop pour nous, là, c'est toujours difficile, mais en même temps, ça nous encourage par contre quand les gens demandent de l'aide. Toutes les demandes d'aide qu'on reçoit, on est très content d'y répondre là, d'une certaine façon, content que les gens fassent appel à nous. Oui. Partons du départ, là. Qu'est-ce qui amène quelqu'un à penser? Parce qu'au départ, c'est une idée là, qui est semée dans notre tête. Là. Qu'est-ce qui amène les gens à se rendre là, à avoir ces idées-là? C'est une bonne piste d'entrée, là? Moi, je sais pas. Oui, on peut commencer par ça, dans le sens où parfois les gens se disent, bon, est-ce que la personne veut vraiment mourir? Est-ce que c'est son choix? En fait, non. Dans les situations où la personne va avoir des idées suicidaires, ça va commencer effectivement peut-être assez de façon sporadique, si on veut. On peut appeler ça des flashs suicidaires. Okay. Donc, la personne va avoir cette idée-là l'espace d'un instant. Puis... Parce que c'est plus simple. Comme si ça allait régler un problème. En fait, c'est que la personne va vivre une souffrance. Puis là, ça peut être par rapport à toutes sortes de choses qui se passent dans sa vie, dans sa tête. Là. Il y a vraiment plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte, mais c'est surtout cette souffrance-là qui devient très difficile à vivre, pour laquelle la personne a peut-être déjà essayé plusieurs solutions, déjà mis plusieurs choses en place, mais qu'elle vit encore avec cette souffrance-là. Donc, la personne veut arrêter de souffrir. Donc, quand la personne est malheureusement rendue au passage à l'acte, c'est vraiment que, pour elle, elle a l'impression d'avoir épuisé toutes les solutions qu'elle pouvait essayer de mettre en place. Donc, c'est pas vraiment l'envie vraiment de mourir, mais plutôt le désir d'arrêter cette souffrance-là. Oui, puis on ne sait pas comment faire. Puis là, on a l'impression que c'est la seule solution pour empêcher la souffrance. Puis parce que pour enlever cette souffrance-là, souvent, c'est un travail qui est long, qui est difficile, qui demande un engagement, puis qui demande des efforts. Fait que des fois, de dire, on va tirer à la plug, tout le monde va être content. Tu sais, des fois, on a cette impression-là. Oui, puis c'est un peu le genre de verbalisation aussi que la personne peut nous donner, tu sais, ou qu'elle peut exprimer. C'est vraiment cette idée-là, c'est ça, tu sais, que Puis c'est ça qu'il faut se mettre à la place aussi d'une personne qui vit avec une détresse, avec une souffrance. On n'a pas l'énergie nécessairement là, de faire des recherches de ressources, de prendre son courage à deux mains si on veut, puis de parler à quelqu'un qui est proche de nous. Donc c'est aussi, tu sais,
d'une part, cette souffrance-là qui est difficile, d'autre part, c'est l'énergie aussi de mettre des choses en place qui Quand quelqu'un passe à l'acte, c'est parce qu'il ne voit pas d'autres solutions, mais est-ce que souvent, il va lancer je dirais pas des appels à l'aide inconscients, ou souvent, ça va être secret, tu sais, il va garder ça pour lui jusqu'au temps, justement pour pas que personne n'empêche. Je sais pas, y a-t-il des profils types? Bien, il y a toutes sortes d'indices, de facteurs auxquels on peut être attentif. Puis c'est bon qu'on en parle parce que des fois, tu sais, on constate qu'il y a quelqu'un dans notre entourage qui va pas bien. Puis on se dit, ah, c'est bizarre, je sais pas trop. Bien, il y a plusieurs choses qu'on peut observer. Premièrement, déjà des messages qu'on appelle nous directs. Donc, vraiment que la personne, elle peut nous nommer. J'ai plus envie d'être là, j'ai envie de mourir. Vous seriez mieux sans moi. Vous seriez mieux sans moi, je suis un fardeau. La personne peut avoir envie d'exprimer vraiment ce sentiment-là qu'elle a, qu'elle vit cette souffrance-là, puis que pour elle, elle a l'impression que ça devient beaucoup trop grand. Donc, déjà, il y a ces messages-là. Des fois, les messages peuvent être un peu plus subtils, si on veut. La personne va nous dire « Ah, j'aimerais ça plus être là » ou « J'aimerais ça partir d'ici ». Donc, c'est pas tellement clair. On pense pas tout de suite au suicide quand la personne nous nomme ça. Puis sinon, bien, il y a toutes sortes d'autres facteurs émotionnels ou des comportements qu'on peut observer, comme oui, la personne peut avoir l'air triste, peut avoir l'air déprimée, mais parfois, ça peut aussi être dans des changements brusques dans l'humeur. Ça peut être, la personne va manifester de l'agressivité, de la colère. Donc, toutes des émotions qui vont parfois peuvent nous paraître un peu démesurées face à la situation de la personne. Ouais. Puis c'est ça, tu sais, je veux mettre l'accent aussi sur nous paraître démesurés. Dès qu'on se dit, voyons, ça ressemble pas à cette personne-là de réagir comme ça, ou d'habitude, tu sais, oui, ça peut arriver d'être en colère ou d'être frustré contre une situation, mais d'habitude, elle va pas nous l'exprimer aussi fortement ou aussi longtemps. Donc, dès que là, qu'on a vraiment le sentiment ou le petit instinct qui nous dit ça, c'est bizarre, là, bien là, tu sais, tout de suite, on peut commencer à voir, bon, mais comment est-ce que je pourrais aider cette personne-là? Et est-ce que c'est systématique qu'il y a une espèce, justement, qu'il y a des signes? Tu sais, dans le sens où des fois, on dit hey, j'ai rien vu aller. Puis là, à un moment donné, quand on commence à parler des signes, tu fais ben oui, mais. Tu sais, est-ce qu'il y a toujours des signes ou des fois, il n'y en a pas du tout? Bien, en fait, ce que nous, on observe, c'est que c'est très rare qu'il n'y ait pas du tout de signes, puis que ça arrive de façon très... par surprise, là, que ça prenne les gens vraiment par surprise. Par contre, ce qu'on observe souvent, c'est que la personne, là, je vous nommais des signes tantôt, elle peut avoir donné, parlé de ça vaguement avec quelqu'un. Ça l'a pas mis la puce à l'oreille à cette personne-là. Elle peut avoir des comportements bizarres à la maison, mais on n'a pas nécessairement fait le lien non plus avec une détresse. On pense pas que la détresse est aussi grande. Fait que des fois, malheureusement, c'est après une tentative ou bien après le décès que les gens vont se regrouper, si on veut, par exemple, au salon funéraire. Puis là, ils vont mettre, on dit, tous les morceaux du casse-tête ensemble. Donc, il y avait des indices. Des fois, effectivement, là, on se dit, bien, c'est sûr là, que ça t'a peut-être pas mis la puce à l'oreille, mais des fois, c'est en se parlant qu'on se rend compte, bien, il y avait des facteurs ou des indices là, qui étaient observables. Mais c'est vrai que des fois, c'est très difficile de mettre tout ça ensemble. Bien, parce que surtout si tu as juste un morceau du casse-tête, puis là, on se parle pas tout le temps. On n'a pas l'image complète. On n'a pas l'image complète, puis on voit pas nécessairement les mêmes personnes que la personne qui Exactement. Qui est en souffrance. Oui, parce que le collègue ne parle pas nécessairement avec la conjointe, qui ne parle pas nécessairement avec l'ami. Donc, c'est ça qui arrive. Là. Ouais. OK. Fait que là, ça peut être des signes. Y a-t-il d'autres types de signes où on a un peu fait le tour là, des petits drapeaux là, qu'on. Bien, des fois, ça peut aussi. On parle beaucoup de signes comportementaux. Des fois, c'est plus les gens qui vont être proches de la personne habituée de la côtoyer qui vont pouvoir les observer. Je vous parlais tantôt de changement d'humeur, mais ça peut aussi être changement dans les habitudes. Par exemple, les activités que la personne allait faire du sport, faire du plein air. Puis là, ça ne nous tente plus, on n'en fait plus, on s'isole plus. Ça peut être s'isoler. Oui, ça peut être aussi des modifications dans les habitudes d'alimentation, manger moins ou manger plus, dans les habitudes de sommeil, dormir moins ou dormir plus. Puis, des fois, il y a aussi, on observe, les gens nous disent « Ah, tu sais, dans la semaine avant, là, pourtant, on trouvait qu'il allait mieux. » Tu sais, ça faisait plusieurs mois ou plusieurs semaines qu'on voyait que cette personne-là
allait moins bien. Puis là, hop, tout d'un coup, là, on était content pour elle parce que ça allait bien. Ça, on appelle ça la rémission spontanée. Ça peut arriver, tu sais, quand la personne... La personne a pris sa décision un peu, puis elle a dit « Ah, c'est mes derniers moments, on va en profiter. » C'est ça. Un peu dans cette optique-là, oui. Tu sais, la personne, elle a une certaine forme de soulagement parce que dans sa tête, là, elle a cette planification-là qui est faite. Puis là, elle voit la fin de sa souffrance. Donc, des fois, on baisse notre garde, hein, c'est le réflexe qu'on a. On est content pour la personne, on est soulagé pour elle aussi. Fait qu'on veut pas revenir à la charge. Ouais, mais là, t'allais pas bien. Mais c'est important quand même là, que si vraiment on voit une amélioration notable rapidement, puis qu'il n'y a pas vraiment d'événement qui s'est passé là, pour peut-être régler les problématiques que la personne voyait, bien là, on appelle ça une rémission spontanée, puis c'est un signe qui est important aussi à reconnaître. Oui. OK. Maintenant, quand on perçoit un signe, des fois, c'est gênant un peu de confronter la personne. Puis il y a aussi, moi je sais que c'est pas vrai, mais tu sais, le mythe de dire, là, je parlerai pas, voir c'est suicidaire, on peut pas y donner des idées. Est-ce que ça, c'est un mythe? Ça, c'est un mythe, puis c'est le mythe le plus important qu'on essaie de déconstruire. Parce que, effectivement, au contraire, parler du suicide, ça sauve des vies. C'est ce qu'on dit souvent. On utilise beaucoup cette phrase-là parce que c'est faux, en fait, de penser que si on aborde la question avec la personne, ça va lui donner l'idée. Parce que, comme on le disait tantôt, la personne vit avec une souffrance. Puis, cette idée-là, elle l'a déjà probablement. En fait, c'est pas que c'est une idée de plus ou une solution qu'elle va mettre dans sa liste. Le suicide, c'est vraiment une absence de solution, donc elle ne voit plus de solution. Donc, c'est toujours la dernière dans son esprit, finalement. Donc, d'en parler, ça va plutôt ouvrir le dialogue avec la personne. Puis là, ça va nous permettre de parler de ce qu'elle vit, puis de trouver finalement des ressources qui pourraient l'aider. Mais comment on aborde quelqu'un? Tu sais, on a dit, des cas que ce soit pas ça me gêne, je sais pas trop comment. Non, mais avez-vous des outils à nous donner? Parce que c'est confrontant, là. T'as beau y penser, la personne peut être comme ça, de passer à l'acte, c'est pas de mes affaires, je sais pas, il me vient plein de mauvais comportements en tête, mais comment on fait ça, tu sais? Je comprends les gens que c'est un peu... on n'est pas à l'aise, là. On fait pas ça tous les jours, demander à notre ami s'il a des idées suicidaires. Par contre, c'est important de le faire. Puis oui, il y a des choses qu'on peut mettre en place, là. Évidemment, peut-être qu'on lui demandera pas ça pendant qu'on est en train de marcher dans le centre d'achat. On va s'assurer qu'on est dans un endroit où est-ce qu'on est à l'aise de discuter. On se sent en sécurité. Qu'on se sent en sécurité, qu'on se sent en confiance. Des fois, on n'aura pas le choix on va avoir l'impression que la détresse est assez avancée puis qu'il faut qu'on fasse quelque chose maintenant. Mais on prend quand même quelques minutes pour discuter avec la personne puis la mettre à l'aise, finalement. Ouais. Comme je peux vous donner un exemple, là, il y a quelques temps, je me rappelle plus où est-ce que la personne me donnait cet exemple-là, mais elle m'avait dit, je suis inquiète pour mon ami, donc j'ai pris le temps, tu sais, j'ai choisi un endroit dans lequel je sais qu'on est en confiance puis en sécurité pour se parler des vraies affaires entre amis. Souvent, on fait des tours de voiture. Okay. Donc, je l'ai invité à aller faire un tour de voiture puis à jaser avec moi. Puis c'est ce moment-là que j'ai choisi pour lui demander vraiment comment que ça va puis lui demander si elle avait des idées suicidaires. Donc, ça, c'est un excellent exemple, là. Des fois, entre amis, en famille, on connaît les moments dans lesquels on est plus enclin à se confier. Donc, on peut les utiliser dans ce sens-là. Oui, puis... vice-versa, du coup, moi, ça m'est arrivé dans ma vie, mais quelqu'un qui, clairement, me répond, tu sais, ça va pas, clairement, c'est une idée. Puis là, des fois, on est mal pris parce qu'on ne sait pas quoi faire. Oui. Mais on n'a pas à le savoir. C'est normal de ne pas être outillé face à ça, un peu, là, tu sais. Puis, ça peut même devenir lourd, là, être encore déprimé, les affaires, mais tu sais, d'avoir le bon déclic, là. Oui, bien, il y a plusieurs choses, oui, dans votre question, Pierre, parce que d'un côté, il faut quand même respecter ses propres limites, effectivement. Donc, il faut quand même être disposé à recevoir la réponse. Donc, on va demander à la personne, puis on lui demande clairement, hein, est-ce que tu as des idées suicidaires? Est-ce que tu penses au suicide? On va éviter de dire, est-ce que tu as des idées noires? Okay. Par exemple, parce que c'est pas tellement clair c'est quoi des idées noires, ça peut varier d'une personne à l'autre. Fait qu'on va vraiment lui poser la question clairement.
Si la personne nous répond « oui, j'ai des idées suicidaires », bien là, il y a toutes sortes de ressources qu'on peut utiliser. Évidemment, nous, on a une ligne téléphonique, donc le 1-866-APPEL. Vous pouvez téléphoner en intervenant. 6 appels, regardez dans le bas de l'écran, c'est écrit. Donc, on peut vraiment appeler directement à ce numéro de téléphone-là. Un intervenant va vous répondre. Puis, même avant de poser la question, vous pouvez appeler. OK, là, moi, j'ai mon amie file pas. Je veux lui demander si elle a des idées suicidaires. Qu'est-ce que je dois faire? Ouais, pour aller chercher. OK. Oui, très important. Ouais. Ouais. Puis, je veux revenir aussi sur le fait, tantôt, vous disiez, bon, on n'est pas trop à l'aise tout d'un coup, que c'est pas ça. Ouais. Bien, moi, je dis souvent aux gens, c'est important de le demander quand même. Au pire, la personne, oui, ça se peut qu'elle ait une réaction un peu de surprise ou qu'elle se dise hey, « mon Dieu, mais là, mon ami pense ça, puis pourtant, c'est pas ça du tout. » Mais c'est pas grave. Si la personne, elle n'a pas d'idée suicidaire, elle va vous le dire qu'elle n'en a pas. Puis on est mieux de se tromper que de prendre une chance. Oui, puis si peut-être dans 1 an, elle vit quelque chose de très difficile puis que là, elle a des idées suicidaires, bien, elle va savoir que vous êtes ouvert finalement à recevoir cette réponse-là, à parler de ce sujet-là. Puis ça démontre, je pense, quand même une ouverture puis un espace qui est sécuritaire pour parler de sa détresse. Donc, si la personne nous répond non, bien, tant mieux, vous êtes soulagé, puis vous pourrez savoir, être sécurisé, rassuré par rapport à ça. Puis la personne, bien, elle sait que vous êtes une personne de confiance pour discuter de ça si jamais ça lui arrive. Puis quand la personne, elle, en fait, elle a... Tu sais, tu me disais, elle n'a plus de solution. Elle est face à plus de solution. Puis c'est quoi? Tu sais, c'est d'assumer... Comment on l'amène à en parler comment on tente de trouver d'autres solutions? Comment on tente un peu d'y expliquer que ça non plus, c'est pas une solution puis qu'il y a d'autres choses? Parce que ça doit toucher aussi à quelque part, je dirais pas l'orgueil, mais tu sais, c'est la honte que ces gens-là vivent d'être confrontés à pas... Tu sais, c'est dans le sens... Dans la vie, les gens veulent s'épanouir, veulent grandir, puis cette personne-là, elle se sent pas comme ça, elle n'est pas capable. Comment on est capable aussi de l'amener à dire pourquoi tu n'appelles pas à 1-866, c'est ça, 1-866? 1-866 appelle. Ouais. Non, je voulais te dire correctement pour me tromper. Mais tu sais, comment on l'amène à y faire voir un peu de lumière là-dedans? Parce que c'est pas évident, là. La personne, elle voit que du pas du noir, mais tu sais, du sombre. Oui, bien en fait, ça, c'est l'autre partie qu'il faut vraiment, en collectivité, se donner de l'espace pour ça. La demande d'aide, en général, en santé mentale, surtout, c'est encore pas évident. Même si on en parle de plus en plus, il faut quand même aussi, évidemment, bien, dans l'idéal, ne pas attendre d'avoir des idées suicidaires tellement envahissantes pour demander de l'aide. Puis ça, tu sais, dès qu'on va pas bien, sans avoir d'idées suicidaires, on peut déjà commencer à rechercher des ressources. Tu sais, dans le milieu communautaire, là, il y a plus de 200 organismes communautaires au Saguenay-Lac-Saint-Jean qui sont établis ici, qui peuvent venir en aide pour toutes sortes de situations. Donc ça, c'est un aspect. De ne pas être gêné de dire qu'on reçoit de l'aide, qu'on utilise les ressources qui sont à notre disposition. Donc ça, déjà, c'est un premier pas. Puis, ça peut arriver, par contre, qu'on soit pas prêt, qu'on soit pas certain. Mais dès qu'on est prêt, de demander de l'aide, en fait, l'autre slogan qu'on utilise souvent, c'est demander de l'aide, c'est fort. Si on a mal à une dent, on n'a pas honte là, de prendre le téléphone puis d'appeler chez le dentiste puis de dire ben j'ai mal à une dent, est-ce que je peux avoir un rendez-vous? J'aimerais ça qu'un spécialiste regarde ma dent. Oui, il y a encore beaucoup les préjugés face à ça. C'est comme tu dis, là, si j'ai mal à quelque part ou j'ai une maladie, je vais être très clair, je vais lever la main, je vais la nommer, que tout le monde le sache pour que tout le monde... Mais quand c'est un mal à l'âme, je ne sais pas si c'est bien nommé, mais problème plus d'ordre de santé mentale ou de désespoir ou de... Oui, il y a la honte là-dedans, là, d'avoir l'impression d'avoir raté quelque chose, de ne pas être bon, Mais ça arrive à tout le monde d'avoir des moments où est-ce qu'on est moins certain de nos compétences, ou est-ce qu'on se remet en question. On vit des événements de vie difficiles aussi qu'on ne contrôle pas, qui nous arrivent comme ça, puis c'est normal d'avoir besoin de soutien de nos amis, mais aussi de soutien de professionnels pour nous aider à passer à travers ça. Là.
Ouais, c'est ça. Puis souvent, nous, notre rôle en tant qu'amis ou parents, c'est justement d'amener les gens à aller chercher des services de professionnels parce que on ne l'est pas professionnel. Mais nous, on est les meilleures personnes, les yeux et les oreilles pour dépister les problématiques possibles. Oui. Puis au même titre que si on revient avec l'exemple du dentiste, si votre ami vous dit, ben j'ai mal à une dent, on se sent, tu sais, en tant qu'ami, on est empathique à sa situation, on est désolé pour elle, c'est vrai que c'est plate, c'est inconfortable. Mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai un dentiste, peut-être que tu pourrais l'appeler. La dernière fois, je suis allée, tu pourrais l'aider. C'est un peu la même chose, finalement, en santé mentale. Donc, quand on est un ami, des fois, on est mal à l'aise de recevoir des propos que notre ami ne va pas bien. Puis là, on dit souvent ami, mais proche au sens large, collègue, n'importe quoi. Donc, on est mal à l'aise, on ne sait pas quoi faire parce qu'on voudrait aider. On se sent impuissant, on n'a pas les connaissances d'un travailleur social, d'un psychologue, d'un intervenant. Mais ce qu'on peut faire, c'est la même chose qu'est-ce qu'on ferait pour un mal physique, bien, c'est de référer à des ressources qu'on connaît. Ouais. Donc, on peut les utiliser, on peut accompagner notre ami à faire des recherches. Oui, puis à ce temps, avec Internet, je veux dire, ça prend comme 2 minutes, là. Oui, effectivement. Donc, c'est vraiment important dans ce sens-là, tu sais, de reconnaître nos limites. Tout le monde en a, les limites de nos compétences, de nos connaissances, mais on fait ce qu'on peut pour aider notre proche qui ne va pas bien. Donc, lui suggérer des ressources, l'accompagner, peut-être juste être à côté de lui pour appeler quelque part, juste faire des recherches puis lui suggérer 2-3 numéros de téléphone, des pistes pour commencer sa demande d'aide. Ça peut être aidant. Porte, là, mettre en contact avec la bonne personne. Moi, je sais, par exemple, moi, j'enseigne dans un cégep. Des fois, il y a des jeunes qui me parlent d'affaires. Puis là, clairement, je fais « Oh, je suis pas outillé pour ça. Mais je le sais où aller chercher les outils parce que le cégep est outillé pour subvenir à tout ça. Fait que c'est aidant, mais des fois, dans la vie, on le sait pas. Mais c'est vrai qu'avec une petite recherche, on peut le faire. Y a-t-il des choses à éviter, tu sais? Ah, ça va pas bien. Ben, voyons, une de perdue, 10 de retrouvée. Hey, voyons donc, arrête de penser à ça. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut pas faire aussi? Parce que des fois, les gens sont pas mal intentionnés, ils sont juste, ils savent pas, là. Qu'est-ce qu'il faut pas faire quand on est face à quelqu'un qui a possiblement des envies, des idées suicidaires? Mais c'est vrai qu'idéalement, bon, on va essayer de ne pas moraliser la personne, de ne pas juger. Des fois, la personne peut vivre une situation qui, pour elle, elle le vit très difficilement. Puis nous, on a comme le réflexe de se dire « Ah, ben voyons, me semble que c'est pas si pire que ça. » Mais il faut éviter là, de rentrer un peu dans ce jugement-là, puis dans le moment où on va parler avec la personne, au contraire, d'accueillir qu'est-ce qu'elle nous dit, simplement d'être là pour écouter. Tu sais, des fois, on a juste besoin de ventiler. Ça nous permet un peu de mettre de l'ordre dans nos idées. Donc, simplement d'être présent, d'être à l'écoute et de ne pas... en fait, de lui laisser la place, tu sais, de nommer ce qu'elle a à nommer. Donc, d'éviter de couper la parole, par exemple. Donc, vraiment dans un esprit d'écoute attentive. Pas être le tannant, là, qui fait... Oui, mais là, tu as juste à faire. Tu sais, trouver tout le temps des solutions, là, parce que la personne, c'est pas ça qu'elle a besoin. La personne, elle a besoin d'être comprise. Est-ce que je me trompe? Oui, bien, c'est exactement ça, tu sais, d'aller trop vite dans les solutions. Ça peut contribuer au fait que la personne ne se sente pas écoutée, justement. Donc, d'une certaine façon, c'est oui, dans un premier temps, on va laisser la personne, tu sais, nous parler, ventiler de ce qu'elle vit, lui laisser la place. Puis après ça, bien, tu sais, s'il y a ouverture à discuter ensemble de quelles pourraient être les solutions possibles, bien là, encore une fois, il faut que ce soit peut-être plus une discussion sur voici toutes les options que moi je vois. Je peux t'aider à en choisir une pour commencer à faire des recherches, mais on va éviter aussi moi, c'est ça qui fonctionne pour moi, donc toi, c'est sûr que ça va fonctionner pour toi. Tout le monde est différent. Oui, c'est ça. C'est que chacun a une histoire qui lui appartient, qui est unique. Il ne faut pas penser que parce que toi, tu as juste à faire ça, ça va... Parce que ça marche pour moi, que ça va marcher pour les autres. Respecter la douleur de l'autre aussi. Oui, puis tout le monde est différent, donc tout le monde est différent dans la façon dont ils vont vivre des événements, quel type d'événement va les atteindre plus, qu'est-ce qu'on fait pour prendre soin de soi, qu'est-ce qu'on a besoin pour aller mieux, quel type de service on a besoin pour aller mieux. Donc, c'est propre vraiment à chaque personne. Oui. Est-ce qu'il y a des différences au niveau de l'âge? Tu sais, dans le sens, à l'adolescence, on sait que c'est une période qui
charnière dans la vie en général, mais qui n'est pas facile pour nos jeunes. Ils vivent plein de choses, leur corps change, et les rapports humains, etc. Ou c'est pareil, que ce soit à l'adolescence ou plus vieux, où il n'y a pas de... Je vous dirais qu'effectivement, il y a des périodes d'âge dans la vie où est-ce qu'il y a peut-être des problématiques ou des enjeux de vie qui vont nous toucher plus particulièrement. Évidemment, comme vous l'avez nommé, les jeunes, vivent toutes sortes de chamboulements physiologiques, émotionnels, beaucoup de changements, des décisions aussi à prendre pour le futur. Qu'est-ce que je vais faire dans la vie? Est-ce que je m'inscris dans un programme collégial, etc. Ouais. Donc, il y a beaucoup de décisions, beaucoup de changements, des premières relations amoureuses. Donc, effectivement, il y a quand même des enjeux qui sont propres à eux. Oui, puis on met beaucoup de pression sur les jeunes, justement. Oui, l'anxiété de performance. Oui, c'est ça. Fait qu'effectivement, il y a des choses qui vont être plus spécifiques à certaines périodes d'âge, mais les idées suicidaires peuvent toucher tout le monde à n'importe quel stade de la vie. Donc, à l'âge adulte, il peut aussi y avoir des événements de vie difficiles qui peuvent survenir, par exemple une séparation, qui peut venir avec plusieurs choses, qui peuvent venir aussi avec une perte d'emploi, par exemple, ou une perte de garde d'enfant. Donc, tu sais, des fois, il y a toutes sortes de chamboulements qui peuvent nous arriver. L'impression d'être d'un cul-de-sac, là. Oui, puis l'âge adulte aussi, ça va vite, là, tu sais. On a beaucoup de responsabilités, beaucoup de... peut-être un plus grand stress financier, évidemment. Donc, tu sais, il y a tellement d'événements qui peuvent survenir. Puis même... quand on parle plus pour les aînés, bien, il y a aussi des événements qui sont propres à leur âge. Malheureusement, c'est une période de vie où est-ce qu'on peut être plus enclin, par exemple, à vivre des deuils, des frères, sœurs là, qui viennent aussi plus âgés, qui peuvent décéder. C'est plus difficile. Peut-être le déménagement. Avant, on restait dans notre maison. Maintenant, on change d'environnement. On a besoin de s'adapter. Des fois, ça peut venir avec de l'isolement aussi. Oui, c'est ça que j'allais dire. Hein. Donc, à chaque tranche d'âge a ses propres facteurs de risque, si on veut, ou souvent, nous, on va appeler ça des moments critiques, donc des événements de vie qui peuvent survenir, qui arrivent assez rapidement, qu'on peut ne pas s'y attendre. Ah oui. Fait que ça aussi, c'est des périodes de vie auxquelles on devrait porter plus attention. Nos proches qui vivent des événements difficiles, on devrait peut-être monitorer d'un peu plus près comment ils vont, puis porter une attention particulière à eux. Être à l'écoute, puis des fois, même nous, on n'est pas disponible pour être à l'écoute parce qu'on vit aussi des affaires sans avoir des idées suicidaires, mais on vit aussi un stress des affaires. Fait que des fois, on n'est pas non plus disponible pour écouter les autres, d'où l'importance d'avoir un petit radar. Là, oui, puis même à titre de prévention, peu importe... même s'il n'y a pas d'événement particulier, bien, des fois, c'est intéressant aussi de prendre juste un moment. Puis, tu sais, des fois, on pense à quelqu'un. Puis là, on reparle à la personne juste 2 semaines plus tard. « Hey, j'ai pensé à toi l'autre jour. » Bien, quand vous pensez à la personne, prenez juste un moment pour lui envoyer un petit message. « Hey, je pense à toi. Tu es une personne importante pour moi. J'ai vu telle affaire, ça m'a fait penser à toi. » Juste ça, des fois, ça peut faire une petite différence. De nommer aux gens plus souvent que c'est des personnes qui sont importantes pour nous, importantes dans notre vie. Puis que si jamais il y a quoi que ce soit, eux aussi vont penser à vous si ça va moins bien, puis s'ils ont besoin de quelque chose. Super. On prend une petite pause. Oui. On revient. Merci d'être là. C'est un sujet important. Je pense qu'on débroussaille bien tout ça. On revient tout de suite après la pause. Quand tu vas finir par les affaires plates, tu y penses toute la journée. Ah là, il faut que je fasse ça, là, je vais faire ça, là, je vais faire ça. Tandis que quand tu les règles tout de suite, bien, le reste de ta journée est beaucoup moins stressante,
beaucoup moins anxiogène. Puis après ça, il te reste juste les affaires le fun. Puis moi, j'aime le bénévolat aussi. Je fais du bénévolat dans ma paroisse. Puis je ne me crains pas de le dire. Moi, je suis quand même pratiquant. Puis moi, ma paroisse, mon église, elle est importante. J'ai décidé de mettre du temps sur moi, de méditer, de lire, de penser à des belles choses. Des fois, je colore, je joue de l'ordi, je fais du tricot, fait que je fais des affaires de même. C'est ça, là, la joie là, qui me rend heureuse. Moi, il y a plein de choses qui me rendent heureuse. Enfin, pas mal tout me rend heureuse. Je m'organise pour que ce soit du bonheur pour moi. Même si c'est négatif un peu, je vois le positif. C'est sûr que la famille, c'est très important pour moi. C'est une de mes valeurs fondamentales. Que je vais surtout prendre le temps d'aller les voir, d'aller discuter avec mes grands-parents, d'aller leur apporter soit des petits repas, de la soupe ou des desserts que je fais. C'est de se sortir de cette situation-là pour avoir un regard un peu plus objectif sur la situation. Puis ça permet aussi de se remettre en question sur nos gestes, nos actions, nos paroles, et aussi de remettre en question ce que les autres autour de nous font, ce qui communiquent, ce qu'ils font comme gestes. Puis il faut l'extérioriser, il faut en parler. Si on a besoin, on va chercher de l'aide. Il y en a partout, à tous les coins de rue maintenant, de l'aide. Prendre du temps pour soi, se respecter aussi, mettre nos limites. Puis on les développe, nos propres facteurs de protection. Connaître mes défauts, mes qualités, mes forces, mes faiblesses, avoir confiance en moi, puis avoir confiance que je suis capable de m'améliorer puis être bien dans ma peau, mais pour moi. Pas pour les attentes des autres, pas pour plaire à quelqu'un. Être bien dans ma peau, bien, j'attire les gens qui m'aiment comme ça. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise vraiment sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. Ici, je mise sur moi. On est de retour, j'espère que vous avez eu une bonne pause, nous aussi, mais on est prêt à replonger dans ce sujet sensible qui est le suicide, en fait la prévention du suicide. J'ai avec moi Claudia Tremblay, qui travaille pour le Centre de prévention du suicide 02. Le Centre de prévention du suicide, c'est notre référence et notre ressource dans la région. Bon. Comment ça fonctionne? C'est où? Quel service vous offrez? J'ai plein de questions là, par rapport au centre, à son fonctionnement et tout ça. Oui. On commence par quoi? En fait, on offre vraiment un grand éventail de services, toujours en lien avec la prévention du suicide, mais on va vraiment aller ratisser quand même le sujet d'une façon très globale. Souvent, on divise en fait nos services comme en deux volets, si on veut. Okay. Il y a tout le volet qui va se rattacher vraiment au travail en communauté, donc tout ce qui est collectif, la prévention. Puis il y a aussi tout ce qui est plus clinique, donc vraiment l'intervention auprès des gens. On peut peut-être commencer par tout ce qui est prévention. Oui. Donc, évidemment... Votre vitrine, c'est la semaine de prévention du suicide. Là, elle est passée là, il y a quelques semaines, oui. Mais c'est un événement important pour vous parce que c'est là où on dit hey, on existe encore, c'est encore important, puis il ne faut pas arrêter de marteler ce message-là. Effectivement, la semaine de la prévention du suicide, cette année, c'était du 5 au 11 février. C'est un moment dans l'année où est-ce que, en fait, partout au Québec, on prend cette semaine-là, puis on fait vraiment des actions de prévention, de promotion des services aussi auxquels on va parler un peu plus tard, là, dans qu'est-ce qui est clinique. Mais c'est vraiment une semaine dans l'année où est-ce qu'on va s'assurer de couvrir, essayer de rencontrer tout type de population, là, vraiment dans la région.
Mais on fait aussi la prévention tout le temps là, partout dans l'année, à différents moments, pour différents publics. On essaie d'être présent, puis on essaie d'être flexible aussi dans ce qu'on offre, puis dans la façon de livrer le message. Donc, on peut offrir, par exemple, des ateliers de sensibilisation, aller dans les écoles, aller aussi dans les milieux professionnels. OK. Fait que si, maintenant, moi, j'ai une entreprise où je suis enseignant dans une classe et je trouve que c'est un enjeu lequel on devrait parler, on peut vous appeler pour dire, pouvez-vous venir former nos gens? Puis ça, c'est gratuit ou c'est... Oui, bien, des ateliers de sensibilisation de base, là, pour un peu discuter de ce qu'on a discuté en première partie d'émission, les signes précurseurs, qu'est-ce qu'on peut faire avec quelqu'un qui a besoin d'aide en tant que proche ou soi-même. Donc, on va parler de nos services, évidemment, aussi, qu'on offre, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir le suicide au jour le jour auprès de nos collègues, auprès de nos proches. Donc, on va aller vraiment faire une introduction à ce sujet-là. Puis dans les entreprises, dans les écoles, n'importe où, là, non, mais c'est le fun. C'est important de le dire, parce que des fois, en entreprise, on veut faire du team building, on veut faire des formations, plein de choses, mais ça devrait être une formation de base dans toutes les entreprises, dans tous les milieux du Québec, j'ai l'impression. Oui, puis même en entreprise, si on veut aller plus loin que ça, il y a une formation qui s'appelle « Agir en sentinelle pour la prévention du suicide », qui est une formation d'une journée, où là, on va vraiment faire un tour de roue un peu plus complet. Donc, vraiment, aller outiller les gens sur prévenir le suicide chez nos pairs. Donc, père PAIR, qu'est-ce qu'on fait au quotidien pour justement s'assurer que s'il y a quelqu'un qui vit de la détresse, comment on peut le repérer, comment on peut l'aborder, le mettre en confiance, lui poser la question, est-ce que la personne pense au suicide, puis selon sa réponse, comment on peut l'orienter vers les bons services pour elle. Donc ça, on va vraiment faire le tour de roue de ça. C'est une formation qui dure une journée. Puis souvent, on va former 10-12 personnes là, dans un milieu de travail. C'est un outil, selon moi, qui est vraiment exceptionnel, là, parce qu'on en parle de plus en plus de la bienveillance au travail. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant, là. Puis là, tu deviens une sentinelle, c'est ça? Oui. Fait que là, tu sais quoi, t'as une badge? Je sais pas. Mais tu sais, comme tantôt, vous disiez, des fois, on n'ose pas aborder le sujet parce qu'on ne sait pas trop comment agir. Bien, cette formation-là est vraiment là pour ça, pour nous donner un tour de roue de comment on peut agir avec une personne qui est en détresse. C'est quoi que je peux faire, moi, tu sais, juste en tant que collègue, en tant qu'ami. Donc, ça nous outille. Puis quand on a besoin de mettre quelque chose en place, bien, on hésite moins. Fait que la personne est plus susceptible de recevoir l'aide dont elle a besoin. Donc, c'est vraiment cette idée-là de démystifier puis d'aller rendre les gens à l'aise d'offrir leur aide. Là, tu deviens aussi un modèle dans ton entreprise, dans ta communauté, en disant, tu sais, puis de le dire, de le nommer. Hey, moi, j'ai fait cette formation-là, je suis apte. Si vous voyez des affaires que je vois pas, venez m'en parler. T'sais. Oui, des fois, les gens s'affichent même là, avec un macaron, par exemple, ou dans des milieux avec où est-ce qu'on a un bureau, bien, on accroche quelque chose sur notre porte. Donc, ça peut aussi inciter les gens à venir se confier à nous. Puis ça, est-ce qu'il faut débourser pour devenir sentinelle? Est-ce qu'il y a Oui, bien en fait, la très grande majorité des services du Centre de prévention du suicide sont gratuits. Les formations, c'est à peu près le seul service là, pour lequel on demande un frais. Là, mais si vous souhaitez avoir de l'information là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter, visiter notre site web, donc cps02.org, où vous allez retrouver toute l'information concernant les formations là, puis vous pouvez communiquer avec nous si vous avez des questions. Oui, puis je pense même, là, pour les entreprises, c'est essentiel, puis ils sont obligés de faire de la formation toutes les années. Fait que pourquoi pas une année prendre le temps d'être collectivement, de venir aider la collectivité en lien avec cet enjeu-là. Je trouve que ça serait important. Même que si on veut aller plus loin, on est toujours dans le cadre de nos services de prévention. Finalement, on a ce qui s'appelle la charte de prévention du suicide, donc la charte régionale. Donc, c'est un engagement qu'on a développé qui va vraiment guider finalement toutes les organisations, encore une fois peut-être des milieux professionnels, mais aussi d'autres types de milieux qui veulent mettre des choses en place pour prévenir le suicide. Donc, ça peut être des aussi petites choses que de distribuer notre matériel promotionnel, par exemple, de parler de nos services, de faire former des gens pour la formation Sentinelle. Donc, c'est des exemples finalement d'engagement puis de choses qu'on peut faire là, dans notre milieu pour être nos alliés finalement. Parce qu'on ne peut pas être partout en même temps. Non, mais si tout le monde fait partie de la solution, on va échapper beaucoup moins de personnes. C'est un peu ça. C'est exactement ça, notre objectif, oui. OK.
Et puis sinon, quel autre genre de service vous offrez? Bien, au niveau de la prévention, on peut aussi être présent dans les événements pour tenir des kiosques d'information, par exemple. Puis on a aussi un groupe de soutien pour hommes. Un peu en début d'émission, on parlait de la demande d'aide chez les hommes qui est plus difficile. Donc, on essaie vraiment... Les services pour hommes sont encore un peu plus... en fait, moins fréquents. Il y a une moins grande offre de services pour hommes spécialisés pour cette clientèle-là. Donc, nous, ce qu'on offre, c'est un groupe d'entraide et de soutien pour hommes qui s'appelle Transition. Puis, c'est pas un prérequis. C'est pas seulement des hommes qui ont eu ou déjà eu des idées suicidaires, mais parfois, ça va moins bien. Tu sais, on a des choses, on a de la difficulté peut-être à gérer nos conflits, on vit de l'anxiété, on a de la difficulté dans des relations amoureuses, par exemple. Donc, c'est tous des thèmes qu'on va aborder. 8 hommes ensemble, donc ça se fait en soirée, donc c'est assez accessible, en petit groupe. Il y a un animateur qui va animer la discussion. Puis, c'est un beau groupe là, où est-ce qu'on partage nos outils. Puis pour nous, c'est vraiment directement relié avec la prévention du suicide parce que c'est des hommes qui n'ont pas attendu finalement de vivre une détresse tellement envahissante qu'ils ont des idées suicidaires, mais qui ont fait une demande d'aide en amont, puis qui ont pu régler là, des choses ou en tout cas au moins entamer un bon travail là, sur eux avant d'en venir finalement là, à avoir une détresse trop grande. Pourquoi c'est plus les hommes passent plus à l'acte? Pourquoi, tu sais, comme là, vous avez un groupe pour les hommes, mais vous n'en avez pas pour les femmes. Pourquoi? C'est quoi la différence majeure entre le rapport avec le suicide ou la problématique ou la douleur entre un homme et une femme? Bien, en fait, souvent, ce qu'on dit, nous, c'est que quand on a une demande d'aide qui provient d'un homme, c'est pour il y a 3 mois. Donc, l'homme va attendre plus avant de faire appel aux ressources qui sont disponibles. Souvent, c'est des hommes... On va parler finalement du stéréotype traditionnel masculin. Donc, l'homme... ça ne va pas pleurer. Faut pas pleurer, il faut être fort. Un peu l'image du pourvoyeur de famille. Il y a beaucoup de responsabilités. Ça vient avec une très grande pression sur les épaules là, de peut-être apporter justement une grande partie du revenu financier là, pour la famille. Donc, ça vient avec beaucoup de choses là, que l'homme qui se met la pression de supporter, se met cette responsabilité-là. Donc, d'avoir à demander de l'aide, souvent, il va vivre un sentiment d'échec ou de honte qui est relié à ça. Donc, c'est bien malheureux. Puis c'est pour ça aussi qu'on essaie d'offrir des services en amont, d'en faire la promotion. Donc, il ne faut pas attendre non plus de se rendre nécessairement à avoir des idées suicidaires avant d'utiliser des services. Non, il existe toutes sortes de clairement. services, puis on peut aller au-devant de ça. Puis le mécanisme, ça passe comment chez la femme? En fait, c'est que les femmes, de façon générale, sont moins réticentes à demander de l'aide. Donc, mais on a aussi beaucoup de demandes d'aide de femmes qui ont des idées suicidaires. Il ne faut pas non plus penser que mais ils attendent moins longtemps. Ils attendent moins d'être au bout du rouleau. Oui, c'est l'impression qu'on pourrait avoir, effectivement. Ouais. OK. Donc, pour la prévention, l'autre, l'intervention. Oui. Là, qu'est-ce qu'on offre comme service précisément? Bien là, on a 3 canaux de communication, si on veut. Donc, le 1-866-APPEL, notre ligne d'intervention téléphonique. On va aussi avoir le suicide.ca, donc pour parler avec un intervenant par clavardage. Puis maintenant, il y a aussi par texto, donc au 535353. On peut aussi texter un intervenant à ce numéro-là. Puis, dans tous les cas, on va évidemment faire de l'intervention auprès des gens qui ont des idées suicidaires. Donc, si vous avez des idées suicidaires, que vous voulez en parler avec un intervenant, nous, on est là pour vous écouter, pour vous aider. Donc, vous pouvez décrocher le téléphone ou bien clavarder en tout temps. C'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a un intervenant qui va prendre le temps de faire le tour de la situation avec vous. Ensuite, si on est un proche, puis là, on parle de proche au sens large, là, collègues, amis, famille, on est inquiet pour notre voisin, pour quelqu'un sur les réseaux sociaux, des fois, tu sais, qui a écrit un message qui nous semble un message de détresse ou un appel à l'aide. Encore une fois, vous pouvez utiliser un de ces 3 canaux de communication-là. Il y a un intervenant qui va prendre le temps de vous guider. Bon, c'est quoi la situation? Est-ce que vous êtes à l'aise d'aborder la personne? Est-ce qu'on peut vous guider sur comment le faire? Donc, il y a toutes sortes de choses qu'on peut mettre en place. Donc, si vous êtes inquiet pour quelqu'un, mais que vous ne savez pas trop comment
l'aborder, bien, appelez au 1-866-APPEL. On va vous indiquer un peu, tu sais, qu'est-ce que vous pouvez faire. Puis vous pourrez repartir avec 2-3 actions à poser. Puis si vous voulez nous rappeler après, puis nous dire, OK, j'ai fait ça, voici qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux faire ensuite, n'hésitez pas, là, on est là pour ça, vraiment. Oui. Puis, pardon. Comment ça se passe quand personne appelle? Mettons, moi, j'ai des idées, puis là, je décide d'appeler. Mais là, tu sais, je suis à la limite de faire j'appelle-tu pas, j'appelle, là, ça sonne, ça répond. Ça serait facile pour moi de faire oublie ça, de raccrocher. Tu sais, comment on fait le premier contact avec une personne qui est en détresse comme ça? Bien, en général, dans les premières minutes de l'appel, on va vraiment vous donner l'espace pour nous expliquer, ventiler. Ouais. Racontez-moi qu'est-ce que vous vivez. Dites-moi qu'est-ce qui se passe en ce moment. Est-ce qu'il y a un événement qui vient de se produire qui en rajoute une couche, par exemple? Donc, on prend le temps de faire le tour de la situation avec la personne. Souvent, ça va vraiment se faire sous forme de discussion. En même temps, l'intervenant va prendre le temps un peu selon notre cadre, là, finalement, d'estimation, de peut-être vous poser des questions sur qu'est-ce qui se passe dans votre vie. Est-ce qu'il y a des gens qui sont près de vous pour vous aider? Est-ce que vous faites déjà appel à quelques ressources? Est-ce que vous voyez un médecin? Comment ça se passe au niveau, tu sais, de juste prendre soin de soi au quotidien? Est-ce que vous avez de la difficulté à manger? Est-ce que vous avez de la difficulté à dormir? Est-ce que vous prenez vos médicaments comme prescrit ou c'est difficile? Donc, on essaie de faire vraiment un bon portrait de faire parler la personne, de ce que la personne vit. Ouais. Puis toujours dans l'optique où on vous posera pas ce sera pas un questionnaire. Tu sais, l'objectif premier de l'intervenant, c'est vraiment de vous faire sentir mieux. On va aussi vous poser des questions, oui, sur valider qu'est-ce que vous vivez, mais c'est quoi les tout petites choses là vraiment qui vont bien en ce moment, puis qui peuvent vous donner une pause de votre souffrance. Donc, on va vous aider à identifier des petits moments d'exception qu'on appelle. Donc, dans la journée, peut-être qu'il y a 99 de votre journée qui est difficile à vivre, mais le petit 1 c'est quand vous faites quoi? Quand vous faites votre café le matin? Donc, on essaie vraiment aussi en fait, on veut pas que la discussion soit trop lourde. On veut que vous repartiez avec un sentiment qu'on vous a aidé peut-être là, à détricoter quelque chose, à vous soulager de cette souffrance-là. Puis évidemment, bien, si on peut vous suggérer des ressources, des services, on va le faire. Donc, selon toutes les situations sont différentes, là, donc selon ce que l'intervenant va identifier, on va essayer vraiment d'aider la personne puis de mettre tout ce qu'on peut mettre en place. Là. Mettons moi, que j'arrive sur une situation où j'ai quelqu'un là, qui est prêt à passer à l'acte. Tu sais, là, je sais pas, là, il n'a pas donné d'idée, mais il est sur le bord du pont. Puis là, comment on doit aussi agir face à ces personnes-là, tu sais, qui sont au moment, sont en crise à quelque part, là, ils sont prêts, là, tu sais. Comment on doit agir? Est-ce que, tu sais, je sais pas si ma question est claire. Bien, en fait, c'est sûr que dans certains cas là, où on est vraiment la personne est en train de passer à l'acte ou ça va se faire dans les prochaines heures, évidemment, nous, on est là quand même, en tout temps. Mais il y a aussi parfois... des fois, c'est inévitable là, que la personne a besoin d'aller à l'hôpital. Ouais. Donc, ça aussi, c'est une ressource là, qu'il ne faut pas négliger. L'hôpital, encore une fois, c'est pas juste pour les maux physiques non plus. Ça peut être bon juste de voir un médecin, une infirmière qui va pouvoir nous aider puis nous rediriger peut-être vers un suivi, par exemple, avec une travailleuse sociale. Donc, il y a tellement de ressources qui sont disponibles. Ça peut aussi, là, comme vous parliez d'une situation qui est très, très, très imminente, là, on fait aussi de la sensibilisation auprès des premiers répondants là, sur la façon d'intervenir avec une personne là, qui a des idées suicidaires, par exemple. Donc, eux aussi sont sensibilisés là, au fait qu'il y a une différence entre contrevenir à la loi et vivre une détresse. Donc, c'est pas le même type d'intervention. Donc, ils vont autant que possible, là, on espère essayer d'être accueillants aussi, puis de prendre le temps de valider la souffrance de la personne, puis encore une fois, de lui offrir les services qui lui conviennent dans le moment.
OK. Comment on... avez-vous d'autres services? On a-tu fait le tour un peu de toutes les Bien, en fait, ce qu'on n'aurait peut-être pas nommé, c'est au niveau de la ligne téléphonique du clavardage et du texto, on va aussi répondre aux personnes qui sont endeuillées par suicide parce que c'est difficile. Ben oui, je les oubliais, ces gens-là, mais ils sont importants. Oui, ils sont très importants. Oui, parce qu'on se sent coupable, j'imagine, après, là. Bien, malheureusement, oui, il y a souvent un sentiment de culpabilité qui vient avec ça. C'est un peu... en fait, c'est normal dans un sens, là, on l'observe souvent. Ça vient un peu avec ce processus-là. Le deuil par suicide, malheureusement, c'est complexe. Puis la douleur, elle reste. La personne est partie, puis on a l'impression d'avoir rien pu faire, puis c'est nous qui sommes en souffrance à ce moment-là. Oui, fait que si vous avez envie justement de parler de cette souffrance-là avec un intervenant, bien, les intervenants sont aussi formés pour aborder ce sujet-là. On sait que le deuil par suicide, c'est différent, d'une certaine façon, d'un autre type de deuil, par exemple. Donc, la ligne est disponible, la ligne téléphonique, le clavardage est disponible pour ces personnes-là aussi. Puis, on offre aussi des services de suivi individuel pour les endeuillés. Okay. Même que si survient dans votre entourage un décès par suicide ou bien une tentative de suicide, ou même si la personne ne décède pas de cette tentative-là, on peut offrir aussi le service là, de ce que nous, on appelle le post-vention ou de séance de ventilation. Donc, on vient rencontrer l'entourage, puis on offre un espace pour discuter de cet événement-là, de ce deuil-là ou de cette tentative-là, pour vous aider un peu à digérer ça, à nommer les émotions, parce que c'est pas facile pour les proches non plus. Donc, non, puis la peur, je veux dire, si la personne ne l'a pas faite, mais que tu sais que c'est là, tu auras comme toujours la peur que ça puisse arriver de nouveau. Ça peut venir avec de l'hypervigilance. Parce que ça, on voit, je sais pas si on voit ça souvent, là, mais moi, dans ma vie, j'ai un ami qui est passé à l'acte, mais c'était la 3e fois qui en parlait sur 20 ans, là, tu comprends? Okay. À des moments où tout a l'air de là, puis là, ça revenait. Fait que c'est cette vigilance-là aussi, puis c'est un poids à porter quand tu es proche de ces gens-là. Oui, aussi, puis là. on veut être outillé sur qu'est-ce que je dois faire pour moi, pour prendre soin de moi, pour vivre cet événement-là. Parce que si c'est notre enfant, par exemple, qui vient de faire une tentative de suicide, il faut aussi prendre soin de nous. Ça nous atteint, c'est difficile. Ouais. Donc, c'est de prendre soin de nous. Qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de moi? Qu'est-ce que je peux faire pour aider cette personne-là qui vit de la détresse? Donc, ça vient un peu, je pense, nous soulager, nous rassurer dans qu'est-ce qui peut être fait là, dans les prochains jours, prochaines semaines pour mieux vivre avec cet événement-là. Ouais, pas, parce que c'est un poids à porter, là, veux pas, là. Puis après ça, ben c'est la peur, la tristesse qui nous accompagne, passer au travers, mais ça nous, en tout cas, ça nous reste dans la tête pendant longtemps, j'imagine. Oui, puis il y a des gens qui vont vivre avec ce deuil-là. Ça peut faire 20 ans que le décès est survenu, mais nous, on n'a pas de critères, là. Si ça fait 20 ans que vous êtes endeuillé par le suicide puis que vous n'avez jamais fait appel à des ressources, bien... peut-être le temps. Il n'est pas trop tard, là. Donc, vous pouvez nous appeler. Il n'y a pas de problème. On va vous offrir les services qui sont disponibles. Moi, j'ai des enfants. Bon, ça va bien, là. Mais mettons, là, on sait aussi qu'à l'adolescence, des fois, les canaux de discussion entre les adolescents et les parents, c'est difficile. Si on a une peur pour nos enfants, mais que la discussion est complexe à cause qu'on est dans cette période-là de la vie, là, comment on peut... je sais pas, contourner pour réussir à amener de l'aide par les amis de mes enfants, comment ça serait quoi la meilleure solution? Mais c'est une bonne question. Ouais. Je dirais que c'est encore une fois tellement différent d'un parent à l'autre. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire aussi au quotidien. Tu sais, même quand on remarque que notre enfant ne va pas bien, bon, mais essayez de penser à qu'est-ce que je peux faire pour prendre soin de lui. Peut-être que vous êtes dans une phase de la vie où la communication, justement, est difficile. Bon, mais juste de l'encourager à continuer ses activités, par exemple sportives, artistiques, qu'il aime, qui lui fait du bien. Si on voit qu'il arrête toutes ses activités qu'il aime normalement, c'est un peu un drapeau rouge qui s'allume. Oui, c'est ça. Donc, de la façon inverse, même si peut-être qu'il n'y a pas de détresse en ce moment,
Bien, tu sais, de continuer d'entretenir ces moments-là, de se concentrer sur qu'est-ce qui va bien. Si écouter un film ensemble, ça va, mais la discussion n'est pas trop là, mais entretenez ces activités-là, peut-être qui vont bien. Puis encore une fois, bien, si vous avez des questions plus précises, la ligne d'intervention là, est disponible pour vous, puis on peut vous aider peut-être là, à trouver des outils. Puis même que sur le site de suicide.ca, oui, l'intervention par clavardage est disponible, mais il y a aussi une foule d'outils vraiment très intéressants sur toutes sortes de sujets qui entourent la prévention du suicide. Okay. Donc, peut-être que vous pouvez faire des recherches aussi sur ce site web-là puis voir qu'est-ce qui peut s'appliquer à votre situation. OK. Donc, gardez la communication ouverte, allez chercher les outils, allez chercher de l'aide et puis en parler. Oui. C'est ça vraiment qui est l'essentiel. Vraiment, vraiment. Puis peut-être que vous pouvez aussi... si vous voyez là, vraiment que votre adolescent ne va pas bien puis que la communication n'est pas là du tout, peut-être que vous pouvez lui suggérer justement d'utiliser nos services. Ouais. C'est confidentiel, c'est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc, évidemment, nous, on ne vous fera pas un retour de qu'est-ce qui s'est dit. L'adolescent peut vraiment parler avec l'intervenant en toute confiance, sans craindre que la confidentialité soit brisée vraiment sur le contenu de l'appel. Évidemment, s'il y a urgence d'agir, dans certains cas, là, ça peut arriver que nous, on fasse appel aux mesures d'urgence vraiment quand c'est nécessaire. C'est jamais notre option numéro 1, si on peut dire ça comme ça. Vous ne voulez pas vous rendre là, mais s'il faut, vous êtes... Idéalement, on aimerait trouver d'autres solutions. Parfois, on le fait avec la collaboration de la personne aussi, là, mais c'est sûr que nous, on doit apporter assistance là, à une personne qui est en danger. Donc, mais sinon, là, vraiment, la confidentialité là, est respectée là, pour les appels puis pour le clavardage. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir à ce niveau-là. Merci, Claudia Tremblay. C'est vraiment enrichissant tout ça. Tu es vraiment bonne, tu maîtrises ça, tu as répondu à toutes mes questions, même s'il était peut-être, je dirais pas farfelu, là, mais étrange. Mais pas du tout. Je dirais que vos questions sont très représentatives de ce qu'on entend partout. Puis, si jamais les gens ont d'autres questions sur le sujet, appelez, consultez notre site web, consultez le site web de suicide.ca. Donc, moi, j'ai une dernière chose à vous dire. Si vous n'allez pas bien puis vous pensez qu'il n'y a plus de solution, je pense que dans la dernière heure, on vous a donné beaucoup de solutions. Essayez-les. Ça veut dire, essayez, on a une chance que ça marche. On appelle 1-877-866 appel. Oui. Le site Internet, suicide.ca, c'est ça? Oui. On est là, Suicide 02. Il y a des gens qui sont là. Clavardage, texto, tout est là. Merci beaucoup. Merci Claudia Tremblay, superviseure des communications au Centre de prévention du suicide 02. Merci. Merci. Merci aussi à vous d'avoir été là. Je pense qu'il y a un sujet bien important, puis je suis heureux d'en avoir parlé. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs sur Côte. Bonne semaine.